Lors d'un dîner de famille, j'ai accidentellement vu ma mère et ma sœur utiliser ma fausse signature pour accéder au fonds amphi du SI. J'ai juste souri et écouté, aucune d'entre elles ne sachant qu'il ne restait que $1 sur ses comptes et une alerte rouge. Je m'appelle Véronica. J'ai 32 ans et je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner de famille dans notre maison d'Irvine me donnerait l'impression de tomber dans une embuscade. En tant que spécialiste du marketing, je suis formé pour repérer la manipulation dans les publicités et chez les clients, où qu'ils soient. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai vu après le décès de ma grand-mère le mois dernier, qui m'a laissé un héritage assez important pour transformer ma propre famille en étranger du jour au lendemain. Quand j'ai reçu ce SMS de mon père, dîner de famille rapide, affaires importantes, mon estomac s'est noué. Le temps que j'arrive dans l'allée, l'atmosphère était étrange. Comme si tout le monde avait répété un scénario et que j'étais la seule sans réplique. Nous nous sommes assis pour dîner, des assiettes de lasagne fumantes, mais les sourires forcés ne pouvaient cacher l'attention. Puis j'ai vu ma mère et ma sœur blotties sur des papiers sur la table d'appoint, imitant ma signature pour accéder à mon fonds amphi du SI. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai juste souri, faisant semblant de n'avoir rien vu, et je les ai laissés orienter la conversation vers mon soi-disant « argent supplémentaire ». Elles ne se doutaient pas que ces comptes ne contenaient qu'$1 et une alerte rouge prête à se déclencher à la seconde où elles essaieraient d'y toucher. Et ce n'était que le début. Avant que je vous raconte comment j'ai retourné toute la situation contre elles, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires et cliquez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire, elle est sur le point de devenir compliquée. Dès mes plus lointains souvenirs dans notre résidence d'Irvine, ma grand-mère Pamela était plus qu'une simple parente. Elle était mon guide à travers les leçons les plus difficiles de la vie. Nos brunchs du week-end au restaurant local en bas de la rue de chez elle étaient comme des rituels sacrés. Pendant que les autres enfants regardaient des dessins animés le samedi matin, j'étais assise en face de grand-mère Pamela, absorbant ses histoires sur la façon de s'en sortir pendant les périodes économiques difficiles et les habitudes financières intelligentes qui l'avaient aidée. Elle avait ce don de décomposer les finances d'une manière qu'un enfant pouvait comprendre. Pamela coupait sa pizza en parts en expliquant « Cette part est pour les choses essentielles comme le loyer et la nourriture. Celle-ci est pour construire ton avenir grâce à l'épargne. Celle-ci pour aider les autres, et cette petite bouchée, c'est pour te faire plaisir maintenant sans regret. Construis ta sécurité en pensant à l'avenir, Véronica. Pas en attrapant tout sur le moment. » Ces mots se sont profondément ancrés en moi. À 12 ans, j'avais mis en place mon propre registre budgétaire simple, suivant chaque centime des tâches ménagères dans le quartier. Grand-mère Pamela regardait avec une approbation silencieuse alors que je devenais plus discipliné. À 16 ans, j'ai utilisé les revenus de mes babysitting, en gardant des enfants dans notre impasse d'Irvine, pour ouvrir mon premier compte d'investissement. Nous examinions les relevés ensemble autour d'un café, ses yeux s'illuminant alors qu'elle posait des questions qui me poussaient vers des choix intelligents plutôt que de me les dicter. C'était valorisant, comme si je traçais mon propre chemin. En contraste frappant, ma sœur Sabrina abordait l'argent comme s'il était sans fin. De 3 ans mon aînée, elle dépensait son argent de poche en vêtements et gadgets à la mode avant le milieu de la semaine, toujours avec une excuse sur le besoin de s'intégrer à l'école. Nos parents, ma mère Cheryl et mon père Trevor, l'ont encouragée sans hésiter. Quand Sabrina dépensait trop, ils lui glissaient de l'argent supplémentaire de leur portefeuille, appelant cela un « petit coup de pouce ». Si elle oubliait d'économiser pour une sortie scolaire ou endommageait la clôture d'un voisin lors d'une de ses courses à vélo imprudentes, il couvrait les frais sans discuter. Ce n'étaient pas des incidents isolés. Ils formaient un schéma qui définissait la dynamique de notre famille. Je me souviens avoir économisé assidûment pendant des mois à 14 ans pour acheter un ordinateur portable de base pour les projets scolaires. Le jour où j'avais prévu de l'acheter, Sabrina a percuté la boîte aux lettres des Johnson avec son skateboard en faisant des figures. Au lieu de la faire gagner l'argent de la réparation, maman et papa ont pioché dans ma tirelire, promettant de me rembourser bientôt. Ce n'est jamais arrivé. J'ai pris des travaux de jardinage supplémentaires sous la chaleur d'Irvine pour compenser la différence, serrant les dents de frustration. Ce déséquilibre s'est étendu à tous les coins de notre enfance. Les décisions impulsives de Sabrina étaient amorties tandis que les miennes exigeaient de l'autonomie. Nos parents le justifiaient en disant qu'ils aidaient, là où c'était nécessaire, mais ça faisait mal. Grand-mère Pamela a remarqué les fissures très tôt. Pendant nos discussions privées au restaurant, elle disait « La famille compte, Véronica, mais ne la laisse jamais éroder tes fondations. Fixe ses limites avec gentillesse mais fermeté. » Elle est devenue mon refuge, la seule voix affirmant que mon approche prudente n'était pas de l'avarice, c'était de la force.
Ces premières années à Irvine ont tout façonné. Pendant que Sabrina courait après des sensations éphémères, j'ai construit des habitudes qui promettaient la stabilité. La sagesse de grand-mère Pamela persistait, un contrepoids silencieux au favoritisme à la maison. Je ne savais pas à quel point ces leçons se révéleraient vitales lorsque les enjeux augmenteraient. Alors que nous devenions adolescentes au milieu des années 2000 à Irvine, le favoritisme dans notre famille s'est aiguisé en quelque chose d'impossible à ignorer. Le traitement inégal de mes parents est devenu un courant sous-jacent constant, favorisant les caprices de Sabrina tout en me forçant à naviguer seul les obstacles. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Cela s'est infiltré dans les opportunités, les attentes et la façon dont nous étions vus dans notre propre maison. L'imprudence de Sabrina a augmenté sans conséquence. Elle a percuté une voiture garée avec son vélo lors d'une cascade audacieuse dans le parc de notre quartier, brisant le rétroviseur latéral et bosselant la portière. Plutôt que d'insister pour qu'elle prenne ses responsabilités, peut-être en tondant des pelouses ou en livrant des journaux, maman et papa ont puisé dans le compte d'épargne universitaire que j'avais constitué grâce à des petits boulots après l'école. Ils ont prétendu que c'était un problème de famille, mais le remboursement qu'ils avaient promis s'est évaporé. J'ai fini par faire des heures supplémentaires au café local, faisant mousser des lattes jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules, juste pour reconstruire ce qu'ils avaient pris. Ce schéma s'est répété de manière plus importante. À la fin du lycée, Sabrina est partie dans une université privée UP du nord de la Californie. Ses frais de scolarité étaient entièrement couverts par nos parents malgré ses notes médiocres. Elle a fait la fête pendant les semestres, échouant à des cours et changeant de spécialité sur un coup de tête. Pourtant, ils l'ont renflouée à chaque fois, refaisant des chèques pour les rattrapages ou les cours d'été. Pendant ce temps, j'ai reconstitué mon éducation dans une université d'État voisine, en comptant sur une bourse partielle et un travail à temps partiel incessant. J'ai jonglé entre les cours et les services dans les magasins de détail des centres commerciaux d'Irvine, serrant les sessions d'études tard dans la nuit pour maintenir ma moyenne. À l'approche de l'âge adulte, j'ai méthodiquement construit ma carrière dans le marketing. En commençant par un stage dans une petite agence d'Irvine pendant mes études, j'ai absorbé chaque détail, élaborant des campagnes, analysant les tendances, réseautant lors d'événements locaux. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de débutant dans une entreprise de taille moyenne, travaillant de longues heures pour faire mes preuves. Les promotions sont venues lentement mais sûrement, de coordinatrice à spécialiste, gérant les présentations clients et les stratégies numériques qui ont enrichi mon portfolio. Au milieu de ma vingtaine, j'avais obtenu un poste stable avec un revenu suffisant pour un modeste appartement dans les quartiers plus calmes d'Irvine, ainsi qu'un solide fonds d'urgence. Le chemin de Sabrina n'aurait pas pu être plus différent. Elle a rebondi d'un emploi à l'autre comme s'il s'agissait de passe-temps temporaires, commençant fort dans la vente ou l'événementiel, pour démissionner après quelques mois en accusant des managers autoritaires ou des environnements étouffants. Un poste dans une agence boutique s'est terminé lorsqu'elle a manqué des délais en courant après des événements sociaux. Un autre dans le commerce de détail s'est effondré à cause de problèmes d'assiduité. Chaque échec a poussé nos parents à intervenir, offrant des prêts ou des relations pour la remettre sur pied. Ils organisaient des dîners de famille où ils vantaient sa dernière idée innovante, comme le lancement d'un blog de mode ou d'une application. Même si je savais, par des chuchotements d'amis, que ces entreprises s'éteignaient rapidement, je maintenais la paix en rendant visite toutes les quelques semaines, traversant les boulevards ensoleillés d'Irvine jusqu'à notre résidence familiale. Assise à ses repas, je hochais la tête pendant que maman s'extasiait sur le potentiel de Sabrina ou que papa partageait des nouvelles de ses percées. À l'intérieur, le ressentiment couvait. J'offrais des conseils sur les CV ou le budget, mais ils étaient rejetés. Mais je me taisais, maintenant les liens fragiles. Les paroles antérieures de grand-mère Pamela résonnaient faiblement, me rappelant de tenir bon sans faire exploser la dynamique pour le moment. Ce fossé a défini notre transition vers l'indépendance. Sabrina flottait sur des coussins de soutien tandis que j'avançais par pure détermination. Le déséquilibre n'était plus subtil. C'était le fondement de chaque interaction, préparant le terrain pour des conflits que je ne pouvais pas encore prévoir. L'année dernière, lorsque Pamela a été diagnostiquée dans son appartement près d'Irvine, la nouvelle a frappé comme un train de marchandises. Cancer de stade 4. Les mots du médecin ont tout brouillé. J'ai senti le monde basculer, des vagues de dévastation s'abattant sur moi alors que je réalisais ce que cela signifiait. Pamela avait toujours été la force tranquille de ma vie, et maintenant elle faisait face à des mois de traitement qui promettaient plus de douleur que d'espoir. J'ai immédiatement demandé un congé de mon travail de marketing, réorganisant les réunions clients et les délais pour la prioriser.
Les jours se sont transformés en une routine de trajet vers l'hôpital le long des rues bordées de palmiers d'Irvine, assise pendant les séances de chimio où je lui tenais la main, lui apportais de l'eau ou lui lisais ses romans policiers préférés pour la distraire de la nausée. Ces 6 mois ont été épuisants, des rendez-vous sans fin au centre médical, la coordination avec les infirmières pour la gestion de la douleur et la prise en charge de ses besoins quotidiens. De retour à l'appartement, je restais tard dans la nuit à répondre aux appels du travail pendant qu'elle se reposait, m'assurant qu'elle avait des articles de confort comme des couvertures douces ou sa tisane préférée. Pamela est restée vive malgré la fatigue, faisant des blagues sur la nourriture de l'hôpital ou partageant des anecdotes familiales oubliées pour garder le moral. J'ai chéri ces moments, sachant que le temps s'écoulait. L'implication de Sabrina contrastait vivement. Elle n'est venue que 2 fois pendant toute cette épreuve. Des arrêts brefs qui semblaient plus obligatoires que sincères. La première fois, elle est arrivée en coup de vent avec des plats à emporter d'un endroit branché d'Irvine, discutant superficiellement de sa journée avant d'orienter la conversation sur son dernier projet, un service de boxe par abonnement pour des produits de beauté. Elle a demandé avec désinvolture à Pamela de l'argent de démarrage, le présentant comme un investissement sûr. Pamela a poliment décliné, ses yeux se tournant vers moi avec un regard entendu. La deuxième visite a suivi un scénario similaire, des banalités parsemées d'allusions sur le besoin de fonds pour étendre son réseau. Sabrina est partie tôt les 2 fois, invoquant des engagements professionnels que je soupçonnais être des excuses. Alors que l'état de Pamela s'aggravait, elle m'a prise à part un après-midi tranquille dans son appartement, sa voix stable malgré le tube à oxygène. « Véronica, nous devons nous occuper de quelque chose de privé », a-t-elle dit, me demandant de contacter son avocat, Monsieur Sutton. J'ai composé son numéro depuis son téléphone, le mettant sur haut-parleur alors qu'elle somnolait à proximité. Monsieur Sutton, chaleureux mais professionnel, nous a salués et a confirmé qu'il attendait l'appel. Avec Pamela éveillée et alerte, elle a ordonné des changements à ses plans de succession, en insistant sur le secret. Nous avons travaillé rapidement au cours des semaines suivantes. M. Sutton a rédigé une fiducie irrévocable, me nommant comme seul bénéficiaire. Pour s'assurer que tout se passe bien, Pamela a impliqué ma tante Cheryl, sa sœur, qui a été témoin des documents et a aidé à vérifier sa santé d'esprit par un affidavit médical. Tante Cheryl, toujours la personne pratique dans les affaires familiales, a coordonné les visites de notaire à l'appartement et a examiné les termes avec nous. La fiducie a transféré tous les actifs majeurs, ses comptes d'épargne, ses portefeuilles d'investissement et même l'acte de propriété de l'appartement, hors de sa succession directe avant que la procédure de validation de testament ne puisse y toucher. Pamela a expliqué son raisonnement lors d'une soirée lucide alors que nous étions assises près de sa fenêtre, surplombant les lumières du soir d'Irvine. J'aime ta mère et ton père, mais ils ont trop longtemps permis à Sabrina de faire ce qu'elle voulait, des prêts pour ses idées ratées, des excuses pour ses choix. C'est de ma faute de ne pas être intervenue plus tôt quand ils vous élevaient, les filles. Cette fiducie protège ce que j'ai construit contre le gaspillage. Les dispositions étaient blindées, des fonds réservés à mon logement, à mon éducation si nécessaire, et à ma stabilité future, avec des clauses explicites interdisant toute distribution aux membres de la famille sans l'approbation du cofiduciaire, Monsieur Sutton. Tante Cheryl a hoché la tête en signe d'accord, partageant des histoires de fois passées où elle avait été témoin de cette indulgence. La culpabilité m'a d'abord rongé, garder cela secret de Cheryl et Trevor semblait trompeur. Mais les histoires de Pamela sur leurs demandes répétées de renflouement au fil des ans ont renforcé la nécessité. Alors que sa santé déclinait, la finalisation de la fiducie lui a apporté la paix. Maintenant, je peux reposer sans souci, a-t-elle murmuré une nuit. Le secret a été gardé, protégeant son héritage des schémas qui avaient longtemps faussé notre famille. 3 semaines après les funérailles, de retour à Irvine, un SMS sec de mon père Trevor a illuminé mon téléphone. Dîner de famille à la résidence vendredi à 18h. Discussion financière importante. La formalité m'a paru étrange. Nos réunions étaient généralement des barbecues spontanés ou le chaos des vacances, pas des discussions programmées. Toujours en deuil de la perte de Pamela, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac, soupçonnant que ce n'était pas seulement pour régler ses affaires. Le trajet jusqu'à notre résidence familiale ce soir-là m'a donné le temps de repenser au message. Les boulevards familiers d'Irvine, bordés de pelouses manucurées et de boutiques haut de gamme, n'ont guère apaisé mon malaise. En arrivant dans l'allée, j'ai repéré le SUV de luxe rutilant de Sabrina garé de travers, ses jantes chromées polies et ses plaques d'immatriculation personnalisées criant la dépense pour quelqu'un qui prétendait toujours avoir des finances serrées. Ma berline pratique avait l'air modeste à côté,
un écho visuel de nos différences de toujours. Maman a ouvert la porte avec un sourire trop éclatant, son étreinte s'attardant une seconde de trop. Chérie, tu es là, viens, le dîner est presque prêt. L'odeur de sa lasagne signature flottait, un plat qu'elle réservait pour adoucir les coups ou obtenir des faveurs. Papa m'a salué d'un signe de tête sec au lieu de sa tape habituelle dans le dos, son ton bref. Heureux de te voir, Véronica. Sabrina est déjà dans le salon. L'atmosphère bourdonnait d'agendas secrets, l'air assez épais pour être tranché. Nous nous sommes installés pour une conversation de salon autour de la table basse, des nouvelles de la météo, des nouvelles du quartier, mais cela semblait forcé. Sabrina était affalée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, levant à peine les yeux. « Salut, sœurette » a-t-elle marmonné, son poignet brillant d'une montre de créateur que j'ai mentalement estimée à plusieurs milliers. Malgré toutes ses plaintes sur l'instabilité de son emploi, elle ne manquait jamais d'accessoires haut de gamme. Maman s'affairait avec des amuse-gueules, ses mains agitées alors qu'elle arrangeait un plateau de fromages artisanaux que nous n'avions jamais vu lors de repas décontractés. Papa regardait sa montre à plusieurs reprises, évitant le contact visuel. En aidant maman à apporter les boissons de la cuisine, j'ai aperçu une pile de papier sur la table de la salle à manger, des formulaires juridiques avec des en-têtes de fond en fiducie visibles. Avant qu'elle ne puisse les recouvrir d'une serviette, j'ai entrevu mon nom et une écriture imitée, la signature une imitation maladroite de la mienne. Mon pouce est accéléré, mais j'ai gardé une expression neutre, reconstituant leur intention de détourner les actifs de Pamela à mon insu. M'excusant pour aller aux toilettes un instant, j'ai fait un détour discret vers le bureau de papa au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, des voix murmurant depuis le salon. Sur son bureau se trouvait un dossier intitulé « Finances de Sabrina » de son écriture soignée. En l'ouvrant, mes soupçons se sont confirmés. Des dossiers de renflouement passés dépassant $100 000 sur 5 ans, tous impayés. Des captures d'écran des réseaux sociaux de Sabrina montraient des voyages extravagants à Hawaï et en Europe, coïncidant avec ses revers professionnels. Le plus révélateur était un email de son ex-petite amie Scott daté de plusieurs mois, alertant mes parents de ses dépenses excessives chroniques en articles de luxe et les exhortant à intervenir. Ils l'avaient complètement ignoré. J'ai pris des photos rapides avec mon téléphone, capturant chaque page accablante, puis j'ai remis le dossier en place alors que des pas approchaient. Maman est apparue à la porte, le front plissé. « Que fais-tu ici » J'ai feint la nostalgie, montrant de vieilles photos sur l'étagère. Juste en train de me remémorer Pamela. Sa tension s'est légèrement relâchée et elle m'a guidé de retour sans insister. Dans mon ancienne chambre, maintenant un espace pour les invités, j'ai chuchoté un appel à ma meilleure amie, Jenna, qui connaissait les bizarreries de notre famille depuis l'université. Tu ne vas pas le croire, elle sifflait, décrivant les documents falsifiés et les révélations du dossier. L'indignation de Jenna a reflété la mienne. Il complote pour détourner ton héritage pour les dégâts de Sabrina après tout le favoritisme que tu as enduré. Elle a validé mes prochaines étapes, renforçant ma résolution. Ensuite, j'ai discrètement composé le numéro de tante Cheryl. En tant que sœur de Pamela et témoin de la fiducie, elle a immédiatement saisi la gravité de la situation. Tiens-toi au plan dont nous avons discuté, a-t-elle conseillé doucement. Rassemble ce que tu peux, Monsieur Sutton et moi te soutiendrons. Son soutien m'a semblé être une armure, confirmant que je ne surréagissais pas. Avec les preuves en sécurité, je me suis ressaisi et je suis retourné dans la fosse au lion, prête à tout ce qui allait se passer. Assise à table ce soir-là à Irvine, la lasagne refroidissait alors que la conversation changeait de sujet. Papa s'est éclairci la gorge, pliant sa serviette avec précision. Nous avons réfléchi à la succession de Pamela, a-t-il commencé, sa voix adoptant une formalité de salle de conseil. Maman a hoché la tête, ses yeux passant de l'un à l'autre. Ta sœur est dans une situation financière difficile, et comme tu es stable, il est logique de lui rediriger une partie de cet héritage. Les mots ont atterri comme une gifle. Il ne demandait pas. Il déclarait mes fonds comme la solution au problème de Sabrina. J'ai gardé mon sang-froid, affiné par les négociations avec les clients, et j'ai sondé doucement. Quel genre de situation ? Des entreprises qui ont mal tourné. Sabrina s'est agitée inconfortablement, évitant mon regard. Maman a sauté sur l'occasion. Le marché est difficile pour les créatifs comme elle. Elle a besoin d'un nouveau départ. Je me suis penché en avant, la voix stable. Parlons de détails. De combien parlons-nous ? Papa n'a pas hésité.
Environ 250 000 $. Ça couvrira ses dettes et lui donnera un nouveau départ. Les chiffres m'ont stupéfié. Probablement la majeure partie de ce que Pamela avait sauvegardé. Mais j'ai joué le jeu, recueillant des informations. Et ces dettes, de quel projet raté proviennent-elles? Sabrina a soupiré de façon dramatique. Certains investissements n'ont pas fonctionné. Les créanciers font pression. J'ai insisté, mentionnant des bribes de Dustin sans le nommer. J'ai entendu dire par la famille que ta dernière boutique en ligne prospérait avant de fermer. Qu'est-ce qui a changé? Maman et papa ont échangé des regards tandis que Sabrina jouait avec sa fourchette. Des complications sont survenues, a dit vaguement papa. Non satisfaite, j'ai approfondi. Des complications comme un acompte pour un condo de luxe, cette voiture haut de gamme dans l'allée, ou ces vacances dans des endroits exotiques? Parce que d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas seulement des affaires, c'est un train de vie excessif. Le visage de Sabrina a rougi. Qui t'a dit ça? Scott? Cet ex-aigri ne sait rien. Son lapsus a confirmé la validité de l'email, mais je me suis retenu, les laissant se démêler. Alors que la tension montait, papa m'a regardé fixement. Le fait est que la famille se soutient. Tu vas bien, condo, travail stable. Sabrina en a plus besoin. Le droit de tout avoir me faisait bouillir le sang, mais j'ai révélé ma main calmement. Vous voulez dire en falsifiant ma signature sur les documents de fiducie que j'ai vus plus tôt, en détournant des fonds sans demander. La pièce s'est figée. La fourchette de maman a cliqueté. De quoi parles-tu? J'ai croisé son regard. Les papiers sur la table de la salle à manger. Mon nom, mais pas mon écriture. C'est de la fraude. Sabrina a craqué. Tu es paranoïaque. Nous explorions juste des options. Papa a essayé d'arrondir les angles. C'est pour le bien commun. Signer ce sera simple. C'est alors que mon téléphone a vibré, une alerte de l'application bancaire liée à la fiducie. Tentative d'accès non autorisée détectée, lisait-on, avec un avertissement de fraude clignotant en rouge. Monsieur Sutton l'avait mis en place comme une sauvegarde, me notifiant et potentiellement les autorités en vertu de la loi californienne si la situation s'aggravait. J'ai levé l'écran. Vous voyez cette alerte rouge déclenchée? Les banques repèrent rapidement les contrefaçons, cela pourrait mener à une implication de la police pour vol d'identité. La panique a éclaté. Maman a halté. Éteins ça. Sabrina s'est jetée sur mon téléphone, mais j'ai reculé. Le visage de papa a pâli. C'est un malentendu. Supprime ça. J'ai tenu bon. Non. Pamela a tout transféré dans une fiducie irrévocable il y a des mois. La succession que vous convoitez? Une coquille vide. Des actifs en sécurité. Intouchable. Sabrina a explosé. Tu es égoïste. Tu gardes ce que grand-mère a laissé pendant que je lutte. Maman a fondu en larmes. Comment as-tu pu nous faire ça? Papa a accusé. Pamela t'a toujours favorisé. Maintenant, tu déformes ses volontés. Leurs insultes ont volé, me qualifiant d'ingrate, de sans cœur. Mais avec des photos de leur dossier de renflouement et l'email de Scott comme sauvegarde, j'ai contré chaque déni. Ce n'est pas du favoritisme. C'est de la protection contre votre indulgence. Dustin a également mentionné vos schémas. Les accusations ont atteint leur paroxysme, mais j'ai refusé de céder, les preuves me protégeant comme une armure. Leur plan s'est effondré sous le poids de l'exposition, l'alerte rouge, un témoignage silencieux de la prévoyance de Pamela. À ce moment chargé, la façade familiale s'est brisée de manière irréparable. Dans les mois qui ont suivi ce dîner à Irvine, les retombées se sont produites avec une efficacité brutale. Mes parents et Sabrina n'ont pas perdu de temps pour lancer une contestation judiciaire, intentant un procès pour contester la validité de la fiducie. Ils ont engagé un avocat spécialisé en succession d'un cabinet du centre-ville, arguant d'une influence indue et affirmant que les décisions de Pamela découlaient d'une capacité diminuée. Monsieur Sutton, en tant que cofiduciaire, a monté une défense solide, présentant une documentation blindée, des dossiers médicaux affirmant sa clarté mentale, des déclarations de témoins de tante Cheryl lors de la signature, et des horodatages montrant que les actifs avaient été transférés bien avant son déclin. En vertu de la loi californienne, où les fiducies irrévocables contournent la procédure de validation de testament si elles sont correctement établies, le tribunal a rapidement rejeté leur demande.
Le juge a statué que la structure était inattaquable, sans aucune échappatoire pour une redistribution. Les frais de justice se sont accumulés pour eux, mais pour moi, c'était la justification de la prévoyance de Pamela. Avec l'échec du procès, leur château de cartes financier s'est effondré ensuite. Les dettes de Sabrina, accumulées par des dépenses incontrôlées en condos de location de luxe, voitures de sport en leasing et escapades somptueuses, avaient longtemps été co-signées par maman et papa. Lorsque les créanciers ont intensifié les recouvrements, le poids s'est avéré écrasant. Ils ont déposé le bilan en vertu du chapitre 7. La voie de la liquidation, courante en Californie pour les obligations non garanties écrasantes. Les actifs liquidés comprenaient leur précieuse résidence d'Irvine, vendue aux enchères pour satisfaire les privilèges. Le processus les a dépouillés de la valeur nette accumulée au fil des décennies, les forçant à déménager dans une location exiguë dans une banlieue moins désirable. Les côtes de crédit ont plongé dans l'abîme. La cote autrefois solide de papa lui interdisait maintenant les prêts de base, tandis que les tentatives de maman de refinancer ses cartes personnelles échouaient à plusieurs reprises. Le véhicule de luxe de Sabrina a été saisi en cours de processus, sa montre et ses sacs de créateurs mis en gage pour joindre les deux bouts. La décharge de faillite est intervenue après un examen rigoureux du syndic, mais le stigmate a persisté, bloquant les perspectives d'emploi et pesant sur leur existence quotidienne. L'isolement social a frappé le plus durement, se propageant à travers notre réseau élargi. Les parents qui avaient longtemps observé les déséquilibres ont commencé à prendre leur distance. Dustin, notre cousin de la baie de San Francisco, m'a contacté le premier, partageant comment il avait prêté de l'argent à Sabrina des années auparavant sans remboursement. J'en ai fini de cautionner, a-t-il confié lors d'un appel, s'alignant fermement sur ma position après avoir entendu le récit complet. Tante Cheryl, déjà au courant en tant que témoin de la fiducie, est devenue véhémente lors des réunions de famille. Elle y assistait toujours, racontant les souhaits explicites de Pamela et condamnant la tentative de contrefaçon. Le mot s'est répandu par email et appels téléphoniques feutrés, dépeignant mes parents et Sabrina comme des opportunistes. Les invitations pour les vacances ont diminué. De vieux amis des groupes communautaires d'Irvine m'ont offert leurs condoléances en privé, mais les ont évitées. Le cercle social de Sabrina s'est rétréci alors que d'anciens collègues ont appris ses habitudes via des contacts mutuels comme Scott, qui a discrètement confirmé les histoires de dépenses excessives. L'unité familiale, autrefois une façade d'unité, s'est fracturée publiquement, les laissant ostracisés dans les cercles qu'ils avaient autrefois dominés. Pendant tout ce temps, j'ai appliqué une séparation totale. Leur barrage initial de SMS chargé de culpabilité, ta sœur est dévastée. La santé de papa souffre du stress, est restée sans réponse. Chacun bloqué après une lecture rapide. Les appels de numéros inconnus, probablement des téléphones jetables pour contourner les filtres, sont allés directement sur la messagerie vocale, supprimés sans être entendus. Aucune branche d'olivier tendue de ma part. Les tentatives de réconciliation, comme le message larmoyant de maman, implorant la guérison familiale, ont rencontré le silence. J'ai complètement changé de numéro après des messages vocaux persistants, acheminant les communications par l'intermédiaire de Monsieur Sutton pour toute question de succession restante. Les séances de thérapie ont aidé à renforcer ma résolution, renforçant que l'absence de contact protégeait ma paix. Ignorer leurs supplications n'était pas de la cruauté. C'était de l'autopréservation, brisant le cycle qui avait permis la toxicité pendant trop longtemps. Alors que leur monde se contractait, le mien s'est élargi, libéré du poids. Un choix délibéré sans possibilité de retour en arrière. 1 an plus tard, installé dans ma propre vie à Irvine, j'ai canalisé l'héritage en quelque chose de significatif, la Fondation Pamela pour l'éducation financière. En puisant dans une partie des fonds de la fiducie, j'ai créé cette organisation à but non lucratif pour honorer ses enseignements, en me concentrant sur des programmes pour les jeunes adultes naviguant entre l'argent et les relations. Nous avons développé des programmes d'études alliant des outils pratiques comme des applications de budgétisation et les bases de l'investissement avec des modules sur la détection de la manipulation, tels que les chantages émotionnels ou les dynamiques familiales inégales. Des ateliers dans les centres communautaires locaux d'Irvine ont attiré des participants désireux d'apprendre à affirmer leur autonomie financière sans isolement. Chaque session présentait des scénarios du monde réel, des jeux de rôle pour fixer des limites lors des discussions sur l'héritage, ou l'analyse des signaux d'alarme dans les dépenses partagées. Des bénévoles issus du marketing ont aidé à concevoir des cours en ligne interactifs, touchant des milliers de personnes via des webinaires gratuits. Voir un étudiant envoyer un email sur le fait d'avoir évité un prêt toxique de parents a rendu tout cela utile. L'héritage de Pamela a perduré,
autonomisant les autres là où notre famille avait échoué. La thérapie est devenue mon ancre pendant la transition. Des séances hebdomadaires avec le Dr Sutton ont décortiqué les couches de la rupture, m'aidant à traiter le deuil, non seulement pour Pamela, mais aussi pour les liens familiaux que j'avais rompus. Il m'a guidé pour reconnaître les schémas enracinés, l'indulgence qui a commencé dans l'enfance, le ressentiment que j'avais réprimé, et comment le silence avait perpétué le déséquilibre. Des techniques comme la tenue d'un journal ont permis de cartographier les déclencheurs, la culpabilité des messages ignorés ou le doute lors des soirées tranquilles. Au fil du temps, j'ai recadré les retombées comme une croissance nécessaire, me débarrassant du poids de l'obligation. Les idées du Dr Sutton ont affirmé que couper le contact n'était pas un échec, mais un pas vers la santé, m'équipant pour construire l'avenir sans regarder en arrière. Ma famille choisit à combler le vide de manière organique. Jenna, fidèle depuis nos jours d'université, est devenue plus qu'une amie. Elle libérait ses week-ends pour des promenades le long des sentiers d'Irvine, écoutant pendant que je déversais ma colère persistante. Sa validation faisait écho à la sagesse de Pamela, me rappelant que le soutien prospère sur l'égalité. Tante Cheryl est également intervenue, organisant des dîners tranquilles où nous partagions des rires autour de vieilles photos. Sa présence, un pont vers des racines positives sans l'ancienne toxicité. Aucune obligation de sang ne définissait ces liens. Ils ont grandi d'un soin mutuel, comme lorsqu'elle m'a mis en contact avec des donateurs pour la fondation, ou que Jenna a réfléchi à des idées de programmes tard dans la nuit. Ce réseau a aidé à naviguer les vagues plus calmes du deuil, les souvenirs soudains dans les allées des supermarchés, ou les vacances vides, transformant la solitude en force. Les expériences se sont distillées en leçons de base que je portais quotidiennement. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour préserver son bien-être au milieu des pressions qui exigent des sacrifices. Mon estime de moi découle de l'intégrité, pas de céder aux exigences des autres ou de mesurer ma valeur par ce que je fournis. L'indépendance financière protège la paix, créant un tampon contre l'exploitation et favorisant une véritable sécurité. Et la famille, elle est définie par le respect mutuel, pas par l'ADN partagé, des liens qui élèvent plutôt que de drainer. Le dernier cadeau de Pamela n'était pas seulement des actifs. C'était la clarté de choisir judicieusement ses relations. À quiconque fait face à des tensions similaires, sachez que vous priorisez brise les cycles, ouvrant des chemins vers un épanouissement authentique.